RMC After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast 100% football africain. 2 fois par mois, vous connaissez le concept désormais, des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers l'événement de l'année. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc à partir du 21 décembre. C'est dans moins désormais, un peu plus d'un mois désormais, à partir du 21. Et on sera sur place, il faut le dire, le rappeler, parlez-en autour de vous. RMC, l'Afterfoot sera présent à Rabat notamment et sur l'ensemble du territoire marocain pour couvrir cette CAN, la 35e du nom. À mes côtés pour cet épisode, le taulier de l'After CAN, Hamza Ramani. Salut Hamza. Salut Nico, salut à toutes et à tous. Heureux de te retrouver, épisode exceptionnel, nous sommes en direct du Dopo, le restaurant de l'After. Nous enregistrons ce podcast, je précise, c'est important, le 13 novembre, ce soir, épisode exceptionnel, car on a avec nous le trophée que soulèvera, et oui, le trophée officiel que soulèvera le vainqueur de la 35e édition de la CAN, le partenaire Total Energy est venu nous le présenter. Donc on n'a pas le droit de le toucher, Hamza, je sais que tu es à côté de lui. Exactement, et Dieu sait que j'ai envie. Sache que Emers Faé et sa bande l'ont soulevé ce trophée précisément il y a à peu près 1 an et demi. Il est là, il est magnifique. Ouais, je vois la trace du bisou des lèvres d'Emers Faé justement sur le trophée. Alors justement cette semaine on va revenir sur les grandes CAN de l'histoire et plus largement sur les grandes performances, les grandes épopées des sélections africaines dans les compétitions internationales aussi, avec ces questions pêle-mêle par exemple. Quelle est la meilleure sélection africaine de l'histoire? Quel est le plus beau vainqueur de CAN? Quelle est votre plus belle finale? On va en parler ensemble, le top 3 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Quel pays a produit? Ça c'est un vrai sujet. Les plus grands joueurs africains de l'histoire. Le meilleur gardien, le plus grand sélectionneur. On est ensemble pendant quasiment 1 heure pour en débattre. C'est parti pour l'After CAN. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Et à mes côtés pour cet épisode, on a un beau plateau. Il y aura beaucoup d'invités qui vont se relayer au cours de cette heure ensemble. J'accueille Elton Mokolo. Salut Elton. Salut Nico, salut à tous. À mes côtés également Franck Simon, journaliste indépendant. Bonsoir Nico. Salut Franck, heureux de te retrouver. Et à notre ami Lassana Camara, journaliste indépendant. Salut Lassana. Salut Nico, salut à tout le monde. Heureux de te retrouver. Ça vous plaît le petit jeu, les grandes questions là, historiques? Oui. Ah bah oui. Vous avez des réponses vraiment franches et directes là-dessus? On est Il là va falloir qu'on débatte. On est là pour ça Nico. Alors on va commencer par cette question. Quelle est la plus grande nation du football africain? Je ne parle pas d'une sélection, je parle de la plus grande nation. Il y a 1000 critères possibles. C'est pas uniquement la CAN. La CAN, bien sûr, les compétitions internationales, type Coupe du Monde également. N'hésitez pas à trancher le débat ensemble. Je vais commencer avec Hamza, bien sûr, priorité pour toi. Est-ce que tu fais le choix du critère du nombre de victoires en CAN? Est-ce que des plus belles épopées sur des Coupes du Monde? Sur la régularité en CAN aussi, par exemple? C'est une question pas si évidente, parce qu'effectivement, si on parle de pays africains purs, moi j'aurais tendance quand même à mettre l'Égypte par rapport à ses performances en Coupe d'Afrique des Nations. Et au-delà 7 Coupes d'Afrique, on le précise. Et au-delà des CAN aussi, la domination sur la scène des clubs, sur la scène continentale qui est absolument impressionnante. Maintenant, le critère Coupe du Monde, on est obligé d'aller sur ce terrain-là. Et l'Égypte a un vrai manque par rapport à beaucoup de pays africains, notamment le Nigeria, notamment le Cameroun, qui peut-être ont davantage de performances et ont un meilleur ratio performance en Coupe d'Afrique des Nations et performance en Coupe du Monde. Alors, je me tourne vers Lassana. Moi je prends le Cameroun. Cameroun. Le Cameroun avec cette victoire contre l'Argentine à la Coupe du Monde, je pense que ça a planté les décors pour le football africain. Le nombre de joueurs qu'ils ont donné, les Samuel Eto'o, le nombre de gardiens internationaux qu'ils ont donné, le Cameroun, c'est sensationnel pour moi. Cameroun, je précise, 5 victoires en CAN, c'est le deuxième palmarès CAN, en tout cas sur le continent après l'Égypte. C'est aussi première nation africaine à jouer et à atteindre une finale, un quart de finale de Coupe du Monde, 90, on l'a dit, Coupe du Monde 90 en Italie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez débattre là-dessus, Cameroun? Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est le Cameroun. Alors, je te dirais pas de manière incontestable, mais de manière évidente, parce que le Cameroun, au-delà des performances en ce qui concerne la CAN, le quart de finale en Coupe du Monde, c'est une capacité à nous raconter des histoires. Lassana l'a évoqué, il y a eu 90 avec l'Argentine, il y a eu les Jeux Olympiques aussi, il faut inclure les Jeux Olympiques en 2000 face à l'Espagne, qui a été un moment très important. La finale de la Coupe des Confédérations contre l'équipe de France en battant le Brésil en 2003. Et puis près de nous, on a 2017 face à l'Égypte, il y a eu la demi-finale en 2022, et même s'ils ont été éliminés en 2022, la victoire de prestige contre le Brésil, avec ce but d'Aboubacar. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, c'est le Brésil. En plus, le match contre la France, très plus de volée de Patrick Mboma, le Cameroun, ça raconte une histoire sur ce pays-là. Franck, est-ce que tu as un avis divergent? Absolument, mais moi je suis divergent. Ah, merci d'être là alors, Franck. Ouais, non mais moi je suis le vieux con dans l'histoire, vous savez, j'ai un peu de recul aussi, un peu plus que mes jeunes camarades. Lassana,
Ouais, avec la génération quand même. C'est mon frangin là, Sana. Voilà. Donc on est kiff-kiff, je pense. Mais non, moi, je pense Il va dire kiff, Franck, les gars. on oublie le Nigeria dans tout ça. Ah, oui. À jamais le premier aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est pas ce qui est pas rien. Il y a des victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu également. Des parcours en Coupe du Monde, il y en a eu également. Même si il y a un petit essoufflement et qu'il n'y a pas eu de victoire depuis 2013 en Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même, je trouve que les Super Eagles, ça a de la gueule. Sans parler du potentiel joueur qu'ils n'ont cessé de révéler depuis tant d'années, depuis l'indépendance du pays. Je ne vais pas les citer tous. Mais bon, on connaît les derniers en date, les grands attaquants, Simen et Lookman. Mais voilà, pour moi, le Nigeria, il est s'il doit bastonner, il peut largement bastonner dans la catégorie du Cameroun. Hein. Le Nigeria, c'est la sélection la plus régulière aussi. Il y a un vrai point noir, je trouve, dans l'histoire aussi de la sélection Nigeria, c'est que cette génération championne olympique en 96, on n'a pas pu la voir aussi en 98 parce qu'il y avait eu toute cette histoire autour du dictateur Abacha, il y avait eu ces polémiques, ce refus de jouer les grandes compétitions. Enfin, il y avait un contexte compliqué qui nous a peut-être privé de la plus grande équipe du Nigeria de cette génération. Je suis pas d'accord. Ah oui ? Je suis pas d'accord parce que effectivement, sportivement, ils peuvent pas aller défendre le titre conquis à Tunis en 94. Mais qu'est-ce qui se passe après cette CAN en Afrique du Sud à laquelle ils peuvent pas participer et qui fait que le groupe du Nigeria est amputé d'une équipe? C'était le groupe du Gabon, c'est le groupe de l'ère du Zaïre, de redevenir RDC et du Libéria. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont gagner les Jeux Olympiques. Donc on n'a pas été privés. Ça leur a donné même un levier. Sur la scène mondiale. Non mais c'est encore mieux. Les Jeux Olympiques, c'est pas la Coupe du Monde en football. Non mais ça a été un levier de motivation extrêmement évident. Et tu te doutes bien que ces garçons qui ont été privés du tournoi à quelques jours près pour des raisons que tu as exposées, quand il a fallu se qualifier, ils ont validé la qualification pour les Jeux Olympiques et il était clair pour eux qu'ils voulaient briller. Alors après, derrière, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, ils se sont cassés la gueule parce que la Coupe du Monde en France, ça n'a pas été du tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment liés aux problèmes de primes. C'est marrant, on y revient. C'est intéressant parce que vous avez chacun vos critères, bien sûr. Toi, tu mets en avant aussi la victoire aux Jeux Olympiques du Nigeria, qui est fondatrice. Tu as mis en avant la Sana des joueurs également, mythiques du Cameroun, de Roger Milla à Samuel Eto'o. Il y a le palmarès en Cannes. Si on s'arrête sur j'aime pas ce terme-là, la production en tout cas, de grands joueurs africains. Qui est pour vous celui qui a produit le plus grand nombre de stars internationales? Mais qu'est-ce qu'un grand joueur africain? C'est ça. Parce que moi, je suis désolé, l'Égypte, la génération 2006, 2008, 2010 avec les Abou Trika. Il y a un rayonnement international, mondial. C'est ça le critère pour moi. Et la Côte d'Ivoire, les académiciens de Jean-Marc Guillou. Là, on en a eu un paquet. On en a eu un paquet. Oui, et on en a eu un même qui a remporté la Ligue des Champions, qui est Des Drogba. Tu parles de quoi? Non, des académiciens, je te parle. Ah, des académiciens. Pas des Ivoiriens. Non, des académiciens. Cette génération. Yaya Touré. Voilà, il y a Yaya Touré. Donc ça a fini par payer. Je trouve que cette génération-là, qui a été révélée, qui a été tout simplement biberonnée par Jean-Marc Guillou du côté de Solbeni, elle recèle de beaucoup de talent. Et c'est marrant parce que ce modèle-là, tout le monde essaye de l'imiter aujourd'hui. C'est bien que ça a été exceptionnel. Hamza. Moi, c'est une vraie question. Encore une fois, j'ai été impressionné, traumatisé. Vous employez le qualificatif que vous voulez, mais par cette génération 2006, 2008, 2010 de l'Égypte. Et moi, c'est un vrai regret de ne pas savoir ce qu'Abou Trika aurait pu donner en Europe, de ne pas savoir ce que El Hadari, il avait tenté sa chance en Suisse. Ça n'a pas trop marché. Mais cette génération-là, qui avait été impactante sur la scène africaine, j'aurais voulu la voir sur la scène européenne, la voir en Ligue des Champions. Pas seul, et m'a fait rêver aussi. Parce que j'ai cette question aujourd'hui encore, je me pose cette question quand on parle encore aujourd'hui d'Abou Trika, il y en a qui ont des étoiles dans les yeux. Mais pose la question à Mohamed Salah. Quand tu fais référence à Abou Trika qui est le grand frère, mais il faut voir comment il est. Il a porté le maillot avec le numéro d'Abou Trika. Donc c'est clair que pour Mohamed Salah qui aujourd'hui est l'une de nos vitrines continentales, est-ce que finalement Abou Trika il est à part parce que tu as raison aussi, il restera ce truc-là, qui n'a pas fait la Coupe du Monde. Il a été l'un des plus grands dans l'histoire, mais il n'a pas fait la Coupe du Monde. Parce que l'Égypte, on rappelle, alors il n'y a pas eu cette participation à la Coupe du Monde parce que 2006, il y avait ce groupe de folie avec ce final entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que 2010, il y a élimination en barrage par l'Algérie. 3 participations. Et finalement, cette sélection, on a pu la voir qu'à une seule reprise, c'est lors de la Coupe des Confédérations en 2009 en Afrique du Sud, dans une poule là aussi assez folle, assez relevée, et cet accident, que je qualifie d'accident face aux États-Unis, qui nous a empêché de voir l'Égypte au second tour de la Coupe des Confédérations. Qui est la mieux armée là, parmi les sélections historiques africaines qu'on vient d'évoquer pour le prochain mondial?
Le Sénégal. Le Sénégal. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est Sénégal. C'est Sénégal. Pour le mondial en 2026. Pour le mondial, le Maroc, parmi celles qu'on a évoquées, bien sûr. Mais on le pas Sénégal, encore évoqué pourquoi? le Maroc. Non, on n'a pas évoqué le Maroc encore. Pourquoi le Sénégal, Alassane? Le Sénégal, avec toute cette génération formée dans les meilleures académies qui arrive au top niveau, avec un jeune entraîneur qui joue. Avec Aliou Cissé, c'était la défense, c'était la sécurité sociale. Là, j'ai l'impression qu'ils ont lâché les chevaux. Le Sénégal, sur tous les postes, les 3 compartiments du terrain, ils ont des joueurs, de top players, des joueurs du haut niveau. Je pense que le Sénégal est l'équipe la plus fournie sur le continent africain à l'heure où on parle. Elton. Le Sénégal, parce que c'est une équipe qui a gagné en 2022, c'est une équipe qui a su se renouveler, notamment avec l'incorporation des jeunes. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est très important, parce qu'en 2022, on voyait bien qu'ils avaient gagné, mais il leur manquait peut-être quelque chose de qualitatif. Et ça ne les a pas empêchés d'aller en 8e de finale. Et moi, je me dis que dans la perspective de 2026, avec un groupe qui est beaucoup plus étoffé, je vais dire, je suis bien placé pour le savoir, contre la RDC, t'as Matar Sarr qui est en sortie de banc et il joue à Tottenham. Et globalement, on a des joueurs sénégalais qui prennent de beaucoup plus d'importance dans les clubs. Alors pas forcément les clubs de dernier carré de Ligue des Champions, mais ce que je veux dire, c'est que on a eu Sadio Mané, on a eu Kalidou Koulibaly, on a eu Edouard Mendy, et là on est en train de voir la relève qui est en train d'assumer. Mais ça porte la marque, l'estampille de Pape Thiaw. Parce que tout le monde disait, il s'est mis dans les chaussons du sélectionneur qui est parti, qui n'a pas été renouvelé, Aliou Cissé, et puis c'était facile pour lui. Mais pas du tout, parce qu'il a fallu un peu se réinventer, rajeunir comme vous l'avez dit, et puis gérer cet équilibre des égos aussi. Hein. C'est pas qu'un équilibre sportif. Et je trouve que Pape Thiaw, en finalement peu de temps, il a réussi à nous convaincre, à convaincre aussi le public, et puis ça donne ce football qui nous enchante. La perf que tu citais, Hakim contre la République démocratique du Congo, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ouais, le Sénégal, je vous rejoins. Ouais, parce qu'il faut l'évoquer, il passe derrière Aliou Cissé, c'est 3 défaites. Hein. C'est 3 défaites, et encore les défaites, c'est 8e de finale contre l'Angleterre. C'est un héritage footballistique qui est tellement important. Et Pape Thiaw, il est arrivé avec notamment ce qu'il avait fait au CHAN face à l'Algérie, et il devait justement assurer ce renouvellement, un renouvellement qui n'est pas facile. Il y a eu la question notamment par rapport à la figure de Sadio Mané qu'il a fallu gérer, et il a réussi à apprivoiser tout ce contexte. Il n'y a pas que les histoires d'ego, etc., des grands, mais aussi l'aspect tactique. Il va falloir gérer aussi le cas Sadio Mané, les amis. Ah oui. Quel rôle lui donner sur ce mondial? Hamza. C'est une question toujours embêtante qui nous irrite un peu. C'est un peu comme Cristiano avec le Portugal. Comment on le gère? Quel rôle on lui donne? Ça, c'est une question tactique qu'il faudra poser aux sélectionneurs. Maintenant, j'aimerais juste ralentir un tout petit peu, ne pas oublier qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Que se passera-t-il si ça peut arriver, un accident, le Sénégal sort au premier tour ou le Sénégal est éliminé en 8e de finale? Peut-être que tous les débats que l'on a aujourd'hui autour de Pape Thiaw ou autour de Walid Regragui, puisqu'on va certainement parler du Maroc dans quelques minutes, si on a aujourd'hui des certitudes autour de ces grandes sélections qui sont, à mes yeux en tout cas, les porte-étendards du football africain, qui sont les meilleures chances du foot africain lors de la prochaine Coupe du Monde, ça va aussi dépendre du tirage au sort de la phase de poule. Mais que se passera-t-il si sur la prochaine période, à partir du mois de février et la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, on se retrouve avec un nouveau sélectionneur au Maroc ou un nouveau sélectionneur au Sénégal? Et quasiment dans toutes les sélections en réalité, parce que ça fait de la casse en général, Franck, on le sait. Hein. De toute façon, ça a déjà fait de la casse. Le problème de cette canne juste avant un mondial. Avant la canne, on a eu déjà des... 2010, Vaïd, avec la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que si le Maroc ne gagne pas la Coupe d'Afrique des Nations, on ne verra pas Walid Regragui à la... C'est ce qu'on a dit lors du dernier épisode. Ça, on est sûr de ça. Et c'est valable pour Petkovic également avec l'Algérie, peut-être? Non, pas... Tu fais une très mauvaise canne si tu sors en premier tour? Non, si l'Algérie... Petkovic il est déjà fragilisé. Même en quart de finale, même si l'Algérie soit en quart de finale au Maroc, je pense qu'on va avoir Petkovic à la Coupe du Monde. Oui, un quart de finale éventuellement. On verra comment ça se passe, ça dépend de ce que produit l'Algérie aussi. On peut peut-être revenir à ta question, Nico, sur Sadio Mané, mais souvenons-nous d'un des derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale contre la Mauritanie. La Mauritanie de la Sana. La Sana, tu te souviens, je veux dire, il n'a pas besoin de courir tant que ça, parce qu'il a une telle vision. Et puis sa présence. Il débloque la situation sur ce coup de pied arrêté. Le talent, il est là, il transpire le talent, il transpire tout ça. Il est impactant et il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, hein. Juste ses pieds, hein, tout simplement. Donc voilà, il aura le rôle qu'il occupe actuellement et c'est difficile de faire sans lui. Enfin, je veux dire, le Sénégal sans Sadio, c'est pas le même Sénégal, hein. On doit en convenir, de toute façon. Mais une nouvelle génération qui arrive. Avec Hassan Diao, avec Iliman Ndiaye.
faut pas sous-estimer l'impact de la prochaine Coupe du Monde pour Sadio Mané, qui doit être sa Coupe du Monde, parce qu'on ne peut pas évoquer Sadio Mané au Sénégal sans évoquer le précédent de 2022, où il est un coup dessus, où il est blessé, alors qu'il arrive, il est deuxième au Ballon d'Or. Donc on va avoir un Sadio Mané qui est revanchard. Et par rapport à ce avec 4 ans de plus, mon cher Elton. Il se préparera pour oui, les amis, on verra pas le Sadio qu'on voyait 21-22 non plus. Ça, c'est pas non plus raconter une histoire. Elton, à part non, mais il dit ça doit être sa Coupe du Monde. Ça ne peut pas être sa Coupe du Monde. C'est la compétition de sa vie. Oui, c'est dans ce sens-là. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à Sadio Mané. À part le match contre la Mauritanie et la finale de la Coupe d'Afrique où il a marqué ce penalty-là qui donne la Coupe d'Afrique, moi, je n'ai pas vu un match de référence de Sadio Mané avec l'équipe du Sénégal. Contre le Brésil, il était un peu... Non, non, tu peux pas dire ça, Lassana, sur le match contre le Brésil. Attends, le match, on était à Al-Balad, où ils battent le Brésil. Il a rien fait ce soir-là. Tu es sûr? On n'a pas vu le même match. Matar Sarr était plus impactant que lui sur ce match-là. Peut-être. Mais Sadio était quand même important sur ce match-là. Bien sûr. Après, Sadio Mané, pour peut-être. Alors, on part sur un gros débat, mais Sadio Mané, je tiens quand même à rappeler, il n'était pas. À mes yeux, il n'a pas forcément été aussi aidé par le style de jeu d'Aliou Cissé. Il y avait un plan de jeu que je caricaturais volontairement et que je caricature toujours aujourd'hui volontairement. C'est le plan A, vous donnez le ballon à Sadio et vous priez. Le plan B, vous donnez le ballon de l'autre côté à Ismaïla Sarr et vous priez. Et c'était les deux joueurs qui faisaient la différence. Mais c'est vrai que cette équipe du Sénégal, soit Aliou Cissé qui a été un sacré longues années sélectionneur du Sénégal, il n'a pas été valorisé par le style de jeu de cette sélection. Bon, Elton, merci d'être passé dans l'After CAN, l'After Afrique. On te retrouvera, je le précise, à Rabat, au Maroc, pendant la CAN, pour la phase finale, dès début janvier. Tu seras là tous les soirs à mes côtés, autour de la table, bien sûr. Ouais. Hamza, lui, ce sera sur la première quinzaine. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la phase de poule. C'est des matchs tous les jours, en pagaille, et des éliminations surtout. Merci, Elton, d'être venu là. Je vais accueillir... Slim Ben Othman qui nous rejoint pour représenter la Tunisie dans le podcast After Afrique, ancien membre de la fédération, directeur sportif de la sélection tunisienne. Salut Slim, on est heureux de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Et on n'a pas oublié ton accueil également à Tunis il y a quelques mois. Ça fait toujours plaisir, merci. Alors, je t'invite pour le prochain débat, les amis. Il y aura encore d'autres invités qui vont nous rejoindre. Quelle est la meilleure sélection africaine de l'histoire? D'accord, hein? Là, je ne parle pas de la nation africaine, de la meilleure sélection. Là aussi, ça peut durer un moment, les amis, parce qu'il y a du choix. Moi, j'ai une liste sous les yeux que j'ai préparée, évidemment. Je ne vais pas citer les sélections que j'ai préparées. D'abord, c'est très ouvert. Je vais commencer, pour accueillir Slim avec toi. Pour toi, spontanément, quand tu fermes les yeux, quelle sélection africaine te vient en tête? Quand je ferme les yeux, j'ai deux sélections. Approche-toi bien du micro. J'ai deux sélections. Quand je ferme les yeux, j'ai le Nigeria qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Et bien évidemment, l'équipe du Maroc qui fait une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est les deux qui m'ont vraiment marqué. Franck. Pareil avec évidemment, moi ça a été mon coup de cœur, le Nigeria de 96. Vainqueur à Atlanta, c'est une équipe fabuleuse avec beaucoup de jeunesse, quelques joueurs d'expérience, un parcours incroyable. Et derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite déception que la Coupe du Monde 98, ça a été un échec quand même considérable avec Bora Milutinovic sur le banc. Mais malgré tout, je suis d'accord. Et puis ce Maroc, j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu cette équipe du Maroc, notamment dans sa préparation de 2022. Et là aussi, beaucoup de talent, beaucoup d'ambition collective, une impression de sérénité, de force collective. Donc ouais, je les mets à peu près au même niveau. Exactement. Hamza. Moi, concernant le Maroc, il y a la trace laissée grâce à cette Coupe du Monde, mais il va falloir confirmer avec une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'élimination face à l'Afrique du Sud, c'est une génération qui marque le football marocain, qui marque le football africain dans son ensemble et dans son histoire. Maintenant, il faut concrétiser. Et là, cette Coupe d'Afrique des Nations, si le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique des Nations, elle entrera justement dans cette caste des très grandes sélections. Est-ce qu'elle sera la plus grande sélection? Demi-finale mondiale Qatar, victoire Cannes 2025. C'est une franchement là, il y a même plus de débat, je pense, à ce moment-là. Pour moi, il y a toujours un débat. Première sélection africaine qui fait demi de Coupe du Monde, qui enchaîne sur la Cannes avec Non, mais quand il y a des sélections, le Cameroun a marqué par différentes générations, plusieurs décennies de son football. Tu vois? Donc l'Égypte, il y en a beaucoup qui vont dire l'Égypte, il y a des Coupes d'Afrique des Nations qui ont été remportées à l'époque où la CAN se jouait à 3, à 4 ou à 8. C'est pas la même chose, bien sûr. Mais ça existe, mais l'Égypte aussi sur différentes générations. Le Maroc, elle n'a pas encore ce pouvoir d'avoir marqué différentes générations. Donc là, il faut concrétiser par des trophées au-delà de cette demi-finale de Coupe du Monde. Bon, le Cameroun, tu l'as cité.
Est-ce que le Cameroun s'invite évidemment? Le Cameroun 2000, je parle. Hein. Oui. JO Sydney, Cannes, les amis. Hein. Oui. On est sur un doublé. Deux Cannes. Complètement fou. On est sur 2 Cannes. On est sur les JO. La Cannes, finale de la Cannes contre le Nigeria. 2 partout. Une des meilleures finales de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un arbitre qui était peut-être un peu paumé sur la séance des tirs au but. Le Cameroun qui gagne au Nigeria chez elle. Et n'oublions pas, au Mali, où ils n'ont pas encaissé de but. Ah oui. Avec leur maillot sans manche. Ouais. Bien sûr. Donc, contre le Sénégal. Mais t'en fais parler. On peut parler du Cameroun. En plus, ils gagnent Sydney et le Maroc en 2022, demi-finale de la Coupe du Monde, où ils ont été sensationnels. Oui, on peut parler du Maroc, mais on ne peut pas oublier le Nigeria, parce que si le Nigeria, s'il n'y avait pas eu ce problème... Nigeria 94 Nigeria 94. Jamais les premiers. S'il n'y avait pas ce problème-là, de 1996 à 2018, ce problème politique, je pense qu'on aurait une équipe extraordinaire sur le long terme le football africain. Pour revenir très rapidement sur le Maroc, c'est Walid Regragui lui-même qui le disait après la Coupe du Monde. Pour avoir des ambitions mondiales, il faut dominer son continent. On n'y est pas encore, faut que ça arrive. Il faut que ça arrive avec cette CAN. Je pense que chaque nation, elle a eu son moment de gloire sur les 30-40 dernières années. Donc, à un moment donné, il y a des nations qui ont su, pendant 2-3 ans, dominer le continent. Et c'est ça aussi qui fait le charme de l'Afrique. C'est qu'il n'y a pas vraiment une seule nation qui a dominé pendant toutes ces années-là. Il y a une équipe dont on ne parle plus aujourd'hui, qui est tombée un peu dans l'oubli, qui est l'équipe d'Afrique du Sud. De fin 95, laquelle 95 qui gagne la CAN finale 96, contre la Tunisie, qui se qualifie quand même pour la Coupe du Monde en France, qui sera encore finaliste de la CAN 98 au Burkina Faso, perdu contre l'Égypte. C'est une très très belle équipe. C'est un super beau collectif, mais ça a été un moment comme ça suspendu dans l'histoire. Et il se casse la gueule en 2000 lors de la compétition qui est organisée par le Ghana et le Nigeria. Et après, on n'en parle plus d'eux parce que les gars, ils ont vieilli, tout ça. Mais pendant 3 ans, ça a été vraiment une très 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 grosse équipe. La France, on parle beaucoup de résultats comme pour estimer la valeur d'une sélection africaine. Mais sur le jeu produit également. Le Maroc 2022 a été aussi critiqué. Le parcours est évidemment valeureux, exceptionnel et historique. Est-ce que vous avez en tête une sélection qui vous a donné du plaisir à voir, réellement, dans le jeu qu'elle développait, le jeu qu'elle provoquait, qu'elle proposait? Aucune de celles qu'on ait citées. C'est pour ça, en fait, je m'interroge. C'est le Ghana. Le Ghana, tu sais, à Sousse, pendant la CAN 94, le match Côte d'Ivoire-Ghana, c'est un pur délice. Le Ghana de l'époque, mais qui n'est pas performant, qui se fait sortir de... L'Algérie Laquelle en 2019 en Égypte. Ah bon? Ouais. T'as vraiment aimé le style? Oui, c'est pas faux. J'ai aimé le style. C'est là-bas où Belaïli s'est métamorphosé avec Bounedjah. Je pense que l'Algérie, ils ont encaissé 2 buts pendant toute la compétition. Il y avait du jeu, il y avait une manière de faire, il y avait un public extraordinaire. L'Algérie 2019, ça m'a bluffé. Slim. Moi, je pense à deux nations. Je pense à la Tunisie, la première nation qualifiée pour la Coupe du Monde en 78. Des résultats exceptionnels et un match nul contre l'Allemagne, et on se qualifie pas. Et quand j'ai regardé les matchs, et la première victoire en Coupe du Monde, ça c'était exceptionnel. Et en parlant de l'Algérie, moi, il y a un match qui m'a marqué, c'est Algérie-Allemagne en 2014. Cette équipe-là de l'Algérie, elle a vraiment changé les codes pendant les Coupes du Monde, surtout entre les nations africaines. Mais déjà le côté 82, décomplexé. Mais déjà 82. Déjà la victoire de l'Algérie contre la République d'Allemagne, la grande équipe RFA. Franchement, là aussi c'est un sommet. Je me souviens encore des rues en région parisienne, à Paris, c'était un truc de fou. Voilà, cette fierté qui a été donnée, rendue d'une certaine façon, notamment à la diaspora, mais en Algérie et partout en Afrique, je pense, ça a été célébré. Parce que le Cameroun, en 82, c'est que des matchs nuls, y compris contre le futur champion du monde italien. Mais l'Algérie gagne, et gagne 2 matchs, et se fait rouler dans la farine par ce match, cet esclandre là, Autriche RFA. Exactement l'Algérie en 78. C'était une super belle équipe d'Algérie. Regardez les gars, j'ai pas beaucoup à l'avoir vu jouer, mais une question qui vient en vous écoutant, quel est le plus grand exploit en Coupe du Monde d'une équipe africaine? On a des choix. Parce qu'on n'a pas cité le Sénégal, on l'a pas cité. Le Sénégal 2002, on l'a pas cité. Oui, France-Sénégal, c'est un exploit, mais c'est un exploit. Alors, je vais pas dire ponctuel, mais c'est sur un match. Le parcours du Maroc, Argentine, là, ça t'emmène quand même en demi-finale. Donc, faut voir. La question, je pense, faut quand même la préciser parce qu'effectivement, il y a eu des exploits sur un match. Sur un match.
Lassana, Cameroun. Cameroun-Argentine. Ah oui. Cameroun-Argentine, évidemment. Avec 2 cartons rouges. Ça a décomplexé les Africains. Ah oui. Ça a décomplexé les Africains. Ça a été un match extraordinaire. Maradona qui faisait son numéro avant le match. Et ce match-là. Et le Algérie RFA en 82, est-ce qu'il rentre aussi dans cette case-là? Parce que moi j'ai toujours mon père qui m'a raconté ces anecdotes des Allemands qui disaient et vous allez voir, moi je vais mettre 3 buts. Mais ils se moquaient d'eux. Voilà, ils se sont moqués d'eux. Et ma question c'est à quel point cette victoire elle a aussi changé les choses pour le sport. Il y a un manque absolu de respect. On l'a su après en fait. Mais il y a un manque absolu de respect de la délégation allemande et des joueurs vis-à-vis de l'Algérie. Qui est un jeune pays qui a à peine une vingtaine d'années quand le match se déroule. Et ce qu'ont produit les joueurs algériens, cette première génération en Coupe du Monde, les vrais héritiers de l'équipe du FLN, c'est incroyablement magnifique. Belloumi, Madjer et tous les autres. Voilà. Ouais. Slim, avant de te libérer, Tunisie, le match référence pour toi, l'histoire de ta sélection. Me dis pas le Tunisie-France 2022. Symboliquement, il est beau, il est fort. Mais si je vais parler de ça, on va dire parce que j'y étais, mais non. Je pense que c'est la première victoire en Coupe du Monde contre le Mexique parce que c'est celle qui ouvre la voie aux autres nations africaines. Même pas le match, la finale de 2004 à Rades contre le Maroc qui est quand même on parlait de la maîtrise. On parlait de Coupe du Monde. Ah, de la Coupe du Monde. On parlait de Coupe du Monde. Après, pour la Coupe d'Afrique, on a aussi d'autres matchs. Mais surtout, la victoire contre le Mexique et surtout le parcours exceptionnel parce qu'on passe on était très proche d'une qualification. Et voilà, j'espère que pour les prochaines éditions, ils vont nous faire plaisir encore. Slim, merci. Merci à vous. Toujours un plaisir de t'accueillir. J'espère qu'on va se voir au Maroc pendant la CAN. J'espère aussi. Tu interviendras dans l'After Afrique. Merci beaucoup. Lassana, merci aussi d'être venu. J'espère que toi aussi tu feras le déplacement au Maroc. Oui. Tu seras là? Ouais, je serai au Maroc. On va se régaler pendant un mois avec Gilbert. Lassana, merci d'être venu ici au Dopo et dans l'After Afrique. On va tourner et là on va faire venir deux incarnations fortes du football africain en France depuis à peu près 80 ans. Ils ont couvert toutes les CAN de l'histoire. Lilian Gatoun et Cédric Kanté peuvent s'asseoir et nous rejoindre, bien sûr. Si vous suivez la CAN et le foot africain sur Canal+ Afrique, vous les connaissez évidemment. Lilian, Cédric, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour, on est également en podcast, vous le savez. Lilian, sois bienvenue dans l'After Afrique. Merci beaucoup. Bon, ça se prépare bien la CAN, on est prêt? On est prêt, on commence à se préparer. C'est-à-dire, toi Cédric, t'es comment là? T'es impatient? Est-ce que t'es aussi excité qu'avant celle en Côte d'Ivoire? Presque plus, parce qu'on m'annonce la plus grande CAN de l'histoire. Tellement de beaux stades, des routes, des déplacements facilités, un archi favori qui va tout écraser sur son passage. J'attends de voir parce que les CAN, c'est jamais ça. Donc je sais que ça ne sera pas le plan prévu. Alors on vous a convoqué, on fait un épisode historique, patrimonial, football africain, sélection africaine surtout. On a fait quelle est la plus grande sélection de l'histoire, on a fait quelle est la nation africaine qui a produit le plus de talent. Justement, on enchaîne sur un débat éternel, bien sûr, les meilleurs joueurs africains de l'histoire. Alors, ce débat peut tourner très court. Souvent, quand on parle de ça, on est assez d'accord, au moins sur un trio. C'est sur l'ordre qu'on peut débattre également. Je commence avec toi, Lilian. Pour toi, tu peux avoir des problèmes. Quel est le plus grand joueur africain de l'histoire selon toi? On a chacun nos critères, c'est très subjectif. Ça peut être ton rapport à ce joueur, ça peut être un rapport à un charisme, à une attitude sur un terrain, un palmarès, une réussite en Europe aussi, une réussite avec la sélection africaine. Il y a beaucoup de choses. Ouais, compliqué. Forcément, on va se fâcher avec des gens. S'il faut en choisir un par rapport à l'émotion, par rapport au lien que j'ai pu avoir avec lui, c'est Samuel Eto'o. Mais voilà, maintenant Samuel Eto'o, c'est une histoire particulière aussi avec la CAN, avec le continent. Donc voilà, je sais que c'est un personnage clivant, mais voilà. Tu parles du joueur surtout aussi. Oui. Ah ben même de l'homme que tu connais. Ouais. Oui, non, on était sur le joueur. Sur le joueur. Pour moi, voilà, joueur vraiment qui m'a marqué en fait sur les CAN, même si on peut pas lui attribuer, enfin ça n'a pas été souvent des CAN à se dire tiens celle-là c'est la CAN de Samuel Eto'o, c'est lui. Pourtant voilà, c'est quand même une machine à marquer. C'était le leader du Cameroun. Le Cameroun est toujours l'un des favoris, quelle que soit la CAN, quel que soit l'état de forme. Ils arrivent à commencer par 2017 où ils ont vraiment une sélection. On ne pensait pas que ça passerait le premier tour et ils ont été jusqu'au bout. Donc voilà, les Camerounais, pour moi, c'est l'essence de la CAN. Cédric, je suis très déçu parce que je vais aussi dire Samuel Eto'o alors que j'aime pas trop être d'accord avec Lilian Gatoun.
Non, Samuel Eto'o, parce que, en fait, pour moi, meilleur joueur africain, il faut qu'il y ait le volet palmarès, le volet carrière. Et Samuel Eto'o, c'est un peu tout. Il a un début de carrière quand même très difficile en Espagne. Il y a une résilience énorme. Il a atteint un niveau stratosphérique dans une équipe de folie. Donc il est à la table des plus grands attaquants du monde dans une période où il fallait surtout être catalan et venir de la Masia pour être considéré. Donc il y a eu ce combat-là. En Afrique, il n'y a pas de débat. Il est double champion d'Afrique, il y a les JO. Et puis il y a son style de jeu racé, un peu à la George Weah, mais un peu plus véloce. Et c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, évidemment, qu'on a adorés, mais qui, pour moi, ne cochent pas toutes ces cases. Voilà. Hamza. Question compliquée parce que j'ai malheureusement pas connu les joueurs des années 80-90, donc je vais avoir l'humilité de rester sur le 21e siècle. Génération. Moi j'ai un joueur, alors je vais être un peu original parce qu'évidemment que Samuel Eto'o est très haut dans ce classement, mais moi j'ai beaucoup apprécié Yaya Touré par rapport à tout ce qu'il a pu apporter avec la sélection. Le fait de voir aussi cette Côte d'Ivoire gagner au moment où on s'y attend le moins finalement, avec la retraite internationale de Drogba, Hervé Renard qui prend, et c'est Yaya Touré qui avec ce brassard a le symbole de cette sélection, et puis aussi pour tout ce qu'il a pu faire d'abord au Barça et puis à Manchester City en Première Ligue. Donc si je regroupe un peu club et sélection, j'aurais quand même tendance à mettre Yaya Touré avec Samuel Eto'o. Je sais pas qui c'est. Je connais pas Yaya Touré, on connaît pas très bien Franck. Ah, tu m'as pris le C'est pas vrai. auquel je songeais. Intéressant. Ouais, bah, tout simplement parce que c'est un gamin que j'ai vu émerger un jour par hasard, que j'étais de passage à Solbeni en Côte d'Ivoire, et donc avec tous les académiciens, il en faisait partie. J'avais connu déjà son grand frère Kolo. Et effectivement, voilà, c'est pour moi c'est un tout, comme tu disais, l'équipe nationale, mais aussi ce qu'il a pu apporter au football international, au football africain, club, équipe nationale. Donc je reste sur Yaya Nyenyeri Touré. Un grand bonhomme, et voilà quoi, moi je trouve qu'il manque beaucoup au football, tout comme Samuel Eto'o manque au football sur les terrains, mais Nyenyeri il manque parce qu'il avait quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que disait de toute façon son formateur, Jean-Marc Guillou. Il est à part, et on l'avait pas encore vu jouer en senior, et puis il a fallu qu'on le voie un peu, puis on a bien compris ce que voulait dire JMG. Bon, Georges Weah t'en a parlé, seul ballon d'or africain de l'histoire évidemment. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci Franck. Ouais, pour l'instant, allez. C'est qui le prochain? Alors des joueurs d'origine africaine. Il y en a plein qui se battent chaque année, mais africains qui jouent en sélection. Ouais. Je trouve que Hakimi était pas loin quand même là. Ah oui, je suis assez frustré. C'est pas fini. Hein, je suis assez frustré de ce qui, voilà, de l'avoir vu arriver si loin finalement du podium, parce que je trouve que c'était l'année ou jamais quoi. Alors évidemment, j'avais noté une liste non exhaustive. Drogba bien sûr, qui s'invite toujours dans le débat. On peut le mettre sur un podium, Drogba? Pas forcément. Pas forcément. Non, enfin c'est au niveau du charisme, au niveau de sa carrière en club sur les. Il n'y a pas de canne, Drogba européenne, voilà, c'est quelque chose d'essentiel, mais il a fallu qu'il arrête, voilà. Il a refusé d'y aller l'année où ils ont gagné l'avant-dernière fois. Donc ça reste un joueur européen. Pour moi, c'est pas forcément éliminatoire. Non. Alors pour moi, Eto'o là-dessus est devant, parce que quand on parle de football africain, il faut aussi laisser une trace. C'est un peu ça le football quand même en termes d'héritage. Mais en termes d'héritage, ce qu'a laissé Drogba, bien sûr, c'est considérable. C'est considérable parce qu'il atteint un niveau stratosphérique. Il part de très très loin quand même. Hein. Et il n'est pas formé au Real Madrid ou au Barça. Il part de Levallois-Perret quand même. Hein. Ou même de la SEC Mimosa. Il est parti par les divisions un peu inférieures. Il a un parcours complètement fou du côté de Marseille. Parlez-lui de Drogba. Parlez-leur de Drogba, vous verrez ce qu'il fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea. Et Drogba, à Munich, face au Bayern. Au-delà de l'aspect footballistique, il y a aussi ce qu'il a apporté à son pays. On rappelle ce qui s'est passé le match au Soudan, la qualification décrochée au Soudan, et cette image restée célèbre où il demande avec ce message pour la paix, alors que son pays traversait une guerre civile. Ça a tenu ce que ça a tenu, mais là aussi, il a quand même eu un rôle au-delà même du terrain. C'est très important. Voilà, une pierre fondatrice. Voilà, puis surtout le fait, comme tu dis, d'être un rassembleur. Il avait le brassard, je crois aussi. Hein. Donc c'est pas anodin. Et c'est vrai qu'on peut parler de Sadio Mané aussi. Bien sûr, mais j'allais y venir. Il a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné une CAN, qui était capitaine du Sénégal. Alors c'est vrai qu'on parlait de tout. Il y a déjà un débat au Sénégal de savoir si c'est Sadio Mané ou El Hadji Diouf, le plus grand joueur sénégalais. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Pour El Hadji, il n'y a aucun débat. Hein. Oui. Pour lui, non. Il le dit régulièrement. Pour lui, il n'y en a pas. Au Sénégal, il y en a un petit peu. Pour moi, il n'y en a pas, parce que Sadio Mané, avec ce qu'il a fait en club. Parce qu'on est tous d'accord ou pas pour dire ça quand même, Sadio Mané? Oui, très clairement.
Alors j'adore El Hadji Diouf, il nous a mis la misère avec Strasbourg en jeune quand il était formé à Sochaux. C'est un joueur exceptionnel en termes de talent, mais c'est vrai que sur la durée, il a perdu le game face à Sadio Mané. Mais Sadio, oui, il a été hyper régulier avec Liverpool. Ça a été des années de top niveau, et puis avec le Sénégal, donc il coche aussi pas mal de cases. Et où on met Mohamed Salah si jamais il est champion d'Afrique dans quelques semaines? Parce que finalement, c'est le trophée qui lui manque. Ouais. Une performance aussi en Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a manque une finale de 2017 à Libreville, finale perdue contre le Cameroun. Bon. Et perd celle aussi face au Sénégal. Perd celle du Sénégal à Dakar. Ça fait beaucoup. Bon, Mo Salah, bien sûr. C'est Keita quand même. Tu l'invites à la fête quand même, non? Immense joueur, Seydou. Alors moi, c'est doublé. Si on parle juste de niveau, oui, parce que pour moi, il regardait les yeux dans les yeux tout ce milieu de terrain du FC Barcelone. Et malheureusement, on en parle souvent avec Lilian, ce sentiment de gâchis, la génération 2006-2010, même si on a été médaillé de bronze avec Seydou en 2012 au Gabon et en Guinée, mais il n'y avait plus Djila, il n'y avait plus mais gâchis. Momo. Tu te retrouves avec au milieu de terrain Seydou Keita, Djila Diarra, Momo Sissoko, Freddy Kanouté en pointe. Et tu n'arrives pas à gagner un seul trophée avec ça. Et on sort au premier tour, oui. C'était un petit peu compliqué. Donc, mais Seydou, en termes de niveau, pour moi, évidemment, en plus, c'est un compatriote. Donc, pour moi, Puis la classe en plus. Ouais, exactement. Il va avec. Je libère Hamza. Merci Hamza. Merci messieurs. On te retrouve très vite et pendant la CAN, bien sûr, sur RMC, sur la phase de groupe. Tiens, je vais accueillir Walid Acharchour qui va nous rejoindre. Walid, tu peux prendre place. Ta première apparition dans l'After Afrique. Et Walid, je l'annonce officiellement, sera également au Maroc. Pour la Coupe d'Afrique qui sera à nos côtés sur RMC avec Gilbert. Tous les soirs, on détaillera le programme, les horaires bien sûr, cette CAN. Salut Walid. Salut les gars. On va finir ce débat, plus grand joueur africain de l'histoire, que tu as dû faire déjà avec tes potes plusieurs fois, notamment au WFC. Là, ce qui revient de manière quasi unanime, c'est Samuel Eto'o. Est-ce que tu te ranges derrière l'avis de Cédric, Lilian et Franck? Ouais, c'est un avis qui se tient, Samuel Eto'o, par rapport à ce qu'il a fait sur le continent, notamment dans les Coupes d'Afrique des Nations des débuts des années 2000, et puis surtout l'empreinte qu'il a dans un club comme le Barça, comme l'Inter Milan, les Ligues des Champions, le côté clutch dans les finales, même tout ce qu'il a dégagé comme personnage, dans ses déclarations, dans sa communication. Il y a les paroles et les actes avec Samuel Eto'o. Tu es d'accord? Ouais, je suis. Eto'o. En tout cas, c'est ma génération, moi. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui disent même au Cameroun, Roger Milla, c'est plus fort que Samuel Eto'o. On l'a vu quand on était à la Douala. Exactement. Donc moi, je respecte l'histoire du foot, mais j'ai 32 ans, je suis de la génération Samuel Eto'o, donc je vais me ranger là-dedans. Après, il faudra aussi voir ce que Mohamed Salah va faire sur la fin de sa carrière. Et il faut respecter d'autres légendes. Mais ouais, Samuel Eto'o, il peut tenir la corde. Ouais. Franck, tu voulais dire? Ouais, non, tu as raison de le préciser pour le coup, mais je ne veux pas jouer les vieux cons. Mais on a connu les Roger Milla. On a connu Rabat Madjer. Rabat Madjer que je voulais citer. On a connu parler d'un Strasbourgeois, Stephen Keshi, qui a été un pur monument du football africain. Mais aujourd'hui, c'est aussi générationnel. Osama Hassan, on l'a pas cité aussi. Ouais, c'est encore autre chose ça. Mais ceux qu'on a évoqués là, Stephen Keshi, Rabat, etc. Ouais. Même avant, Salif Keita et Abedi Pelé. Aboutrika. Donc ceux-là, c'est générationnel en fait. Les plus jeunes ne les connaissent que à travers des vidéos ou alors des récits, des papiers ou ils feuillaient des vieux magazines. C'est la réalité. Abedi Pelé, merci Lilian de le rappeler, de le reconvoquer ici. Et Abedi Pelé, c'est un génie quoi. C'est un génie. Puis surtout pour ce débat-là, j'ai l'impression quand même que y a vraiment une empreinte sur le football africain. C'est-à-dire que moi souvent j'aime bien aussi parler de l'Africain qui s'exporte en Europe et qui fait des choses exceptionnelles en Europe. Et pour beaucoup, notamment les locaux, faut voir ce qu'ils ont fait dans leur championnat. Abedi Pelé, ça a été ça. Exactement. Il vient de très loin, il vient du bled. C'est le problème de Roger Milla dans ce débat, justement. Voilà. Quoi. Sur les compétitions aussi en Afrique. Et parfois, il y a un décalage et il ne faut pas minimiser aussi ce que font les Africains en Europe dans des clubs incroyables. Il y a aussi une règle qui était pas la même. Avant l'arrêt Bosman, on avait droit à moins de joueurs africains aussi dans les clubs. Donc c'est sûr qu'à l'époque du Milan, vous aviez Rijkaard, Van Basten. Voilà, les Néerlandais. Les Néerlandais, vous ne pouviez pas avoir 2-3 Africains. Donc c'était aussi plus dur pour les Africains de briller que ça l'est maintenant. En France, c'était le problème pour Roger Milla. Quand il a quitté le tonnerre de Yaoundé pour venir en France au milieu des années 70, il était ballotté d'un club à l'autre. C'était compliqué. Et pourtant, c'était déjà
sur le continent africain, une référence. Il arrive en France, à Valenciennes, on le met de côté, limite. On lui donne un appart pourri, on lui donne pas le bon salaire. Ça a été une galère pour cet homme. Et ce qu'il a accompli pour le football africain, on le mesure pas vraiment. On peut parler de Salif Keita aussi, s'il avait joué au début des années 2000. Enfin, il arrive à Saint-Etienne, hein. Oui. C'est pas Valenciennes, hein, Salif. Mais il arrive en taxi, pas forcément programmé, oui. comme il a fait. Voilà. Et Laurent Pocou à Rennes. Vous en parlez pas de Laurent Pocou. C'est ça. Emmanuel Adebayor, t'en penses quoi, Lilian, toi? Tu le mets où, panthéon du foot africain? Pareil, la carrière en club, elle est exceptionnelle. Malheureusement, la Coupe du Monde. Alors, il amène le Togo. Ils vont au Togo à la Coupe du Monde de 2006. Ils ont privé du monde, hein, en l'occurrence le Sénégal. Sénégal et Mali. Après, il a une durée, parce qu'il n'y a pas de remplaçant, parce qu'il n'y a pas de successeur, il est obligé de jouer avec les éperviers du Togo pendant des années, jusqu'à jouer à 40 ans, même maintenant. Oui, ça reste un grand joueur, mais je ne pense pas qu'on le mette dans le top 10. Mais ça reste une légende africaine. Des joueurs africains. Oui, par rapport à l'importance qu'il a aujourd'hui, encore une fois, on voit que Cheikh a marqué une époque. Tout à fait. Maintenant, c'est pas dans le top 10. Sa personnalité aussi, son charisme également, cette aura de leader absolu du sa football passion pour le sport. Ouais, pas top 10, moi je pense que ça peut. Moi je pense que. Pour l'avoir affronté, et quand sincèrement. Même, quand on voit ce qu'il a fait en club, et quand tu voyais l'empreinte qu'il avait en sélection, la sélection c'était lui, et Kader aussi, moindre mesure, mais Alexis Romao. Il a atteint un niveau incroyable, et puis il a eu toute une nation derrière lui pour ramener le Togo en Coupe du Monde. Ce sont ses buts. C'est plus qu'un joueur. Il faut reconnaître qu'il doit beaucoup à Didier Six également, qui était son sélectionneur. Oui, c'est le silence derrière. Oh, le scud. Je voulais voir les réactions, voir si c'est un malaise ou pas. Après, c'est moi qui dois répondre. Non, je t'ai regardé parce que c'est toi qui avais la parole à l'instant. Si on fait un top 10, vous me dites stop. Drogba top 10, oui. Eto'o top 10, évidemment. Oui. Georges Weah top 10. Oui. Yaya Touré. Oui. Ça fait 4. Abedi Pelé. Oui. Mohamed Salah. Oui. Sadio Mané. Oui. Emmanuel Adebayor, on en a débattu, on ne sait pas. Sadou Keita top 10. On est à 7 là. Oui. Oui, on peut dire oui. Oui. Attention, JJ Okocha. Oui, mais non, JJ Okocha, forcément. Ah voilà, ça y est. Bah merci, non mais JJ Okocha, mais là c'est presque romantique aussi. Mais le problème du Nigeria, il y a trop de joueurs au Nigeria. Là c'est romantique. Mais non, mais la CAN 2004, ils se font voler. La Mokashi, la Mouniké, tout ça. Non mais Okocha c'est... Enfin c'est la CAN 94, c'est les Jeux Olympiques de 96. C'est un magicien, un gars qui se fait, qui arrive au Paris Saint-Germain et alors qu'il a déjà brillé. Son premier match avec le PSG à Bordeaux. Première prise de balle, frappe, lucarne. Il a pas fait que ça. Extraordinaire. On a un entraîneur qui s'appelle Philippe Bergerot qui le met quand même milieu défensif. Hein. Souvenons-nous. Mais enfin, il voulait pas rester à ce poste-là, ça lui plaisait pas. Et derrière, il a continué de faire ce qu'il savait bien faire. Parce que latéral droit, c'était déjà pris. Oui, c'est ça. Vous mettez Okocha devant Kanou? Moi, Kanou, je suis un fan absolument. Oui, quand même. Kanou, moi, Okocha est au-dessus. Ouais, mais c'est plus fantasque. Mais Kanou, c'est quand même Ligue des Champions avec l'Ajax. Non, mais c'est grande jambe. Et puis c'est le rapport au ballon, le rapport au corps. C'est le milieu de terrain qui met numéro 4, c'est pas pourquoi. Mais il revient lance plus. une traîne de fou. Non, mais c'est un joueur qui a lancé. C'est un grand romantique quand même. C'est plus que du football, Kanou. Après qu'on ait révélé son souci cardiaque, moi je trouve qu'il revient pas totalement au niveau qui a été le sien jusqu'aux Jeux Olympiques. Il est là, il fait des trucs, Arsenal et tout. Mais il a une meilleure carrière en club qu'Okocha quand même. Ah oui, clairement, il n'y a même pas de débat là-dessus. Bien sûr, ça c'est vrai. Je pense que c'est clair. Il manque un Algérien, non? On a dit Rabat Madjer, tu penses à qui toi? Riyad Mahrez, bien sûr, on l'a pas Riyad Mahrez pour moi. Mais pas top 10, Riyad Mahrez. Excusez-moi, mais top 10 footballeur africain. Excusez-moi, mais ce qu'il a fait en club, à Leicester, il est champion 2016, avec Manchester City, meilleur joueur de première ligue, plus la CAN avec l'image du coup en demi-finale où tu bats la. Nico, le top 10, tu mets plein de mecs ex-aequo. Nigeria, où tu bats le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Avec ce coup franc là qui. Avec ce coup franc iconique. Sincèrement, ça reste un joueur africain qui gagne avec Leicester. Il n'y a pas beaucoup de gardiens et de défenseurs. On parlait de parcours avec Drogba, mais le parcours de Riyad Mahrez, c'est ça aussi. Lui aussi. Il est sinueux, il y a Leicester, comme dit, avec. Championship, tu démarres. On part de Sarcelles. Il est clos tardivement, Sarcelles, l'Angleterre, Leicester, Quimper, il est passé par Quimper. Leader le niveau du champion le plus improbable des 40 dernières années en première ligue. C'est complètement fou. Bon voilà les gars. Bravo, Ligue des Champions avec Leicester, avec City. Ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, tu dois hurler parfois. Tu dis quoi? Je dis tu mets des ex-aequo, tu t'en fous, tu mets 8e ex-aequo, tu vois. Je ne vais pas jouer à ça, je vais pas faire un classement. Générationnel, je te rejoins, mais ça existe avec plein de pays. Bon, avant qu'on considère que Zidane en France est meilleur que le Platini, il a fallu qu'il en fasse des choses. Tout à fait. Il y a toujours des mecs que tu croisais, je dis ouais mais t'as pas connu Platini. Puisque la CAN approche, et je sais que vous aimez aussi, je sais que vous adorez les débats de nostalgie, Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est votre plus grande finale CAN? Vous en avez compté combien, Lilian et Cédric? Lilian, t'en as compté combien, toi? Je les ai toutes faites depuis 2004.
Voilà. Et quelle est ta plus grande depuis 2004, toi, en termes d'émotion, si on convoque tes souvenirs, là? Le Sénégal 2021. Je pense par rapport au storytelling, Voilà, il y a la défaite 2 ans avant contre l'Algérie en Égypte, avec cette équipe-là qui a battu Aliou Cissé, enfin ils sont tous en là. Ils reviennent, c'est quasiment tous les mêmes joueurs et l'histoire elle est différente. Là, ça se retrouve face à l'Égypte qui avait fait un parcours footballistiquement, on va dire, qui est désastreux. Voilà, je m'étais pas enthousiasmé. Merci Carlos Queiroz. Voilà, pour le football de Carlos Queiroz, ni au Real Madrid, ni avec l'Égypte. Et voilà, ce scénario complètement fou, avec Sadio Mané qui rate un penalty en début de match face à Abou Gabal, qui va ensuite marquer celui de la gagne. Donc pour le storytelling, moi j'avais craqué, j'avais perdu ma voix. Moi je dirais la Côte d'Ivoire avec Hervé Renard. 2015. Ouais, avec cette séance de penalty. La victoire du Cameroun en 2002. Scénario incroyable. Il faut rappeler le scénario. Non, mais c'est cette victoire de la Côte d'Ivoire. En plus, c'est avec Hervé Renard qui avait été mon coach quelques années auparavant. Avec un Kopa Barry incroyable. Kopa Barry qui est blessé. À la finale, elle était bien ignoble quand même. Le 0-0, on va dire qu'heureusement qu'il y a la séance de tir au but. Voilà, mais c'est vrai que puis voir les Ivoiriens, voir quand même, ça faisait longtemps qu'il courait après. Il n'avait pas eu avec Didier. Donc, puis le Kopa Barry, c'était un peu le gardien qu'on aimait détester en Côte d'Ivoire, qui n'a pas un parcours facile aussi en club, qu'on a reçu nous en plateau, qui est un mec adorable et qui est le héros improbable de cette finale. Donc voilà, c'est ça que je retiens. Le Cameroun-Nigeria, quand même, tu l'as cité, scénario de folie, Franck. Ouais. 2-0 Cameroun, 2 partout, tir au prolongation, tir au but, Cameroun vainqueur 4-3. Ouais, quand tu parles avec des gens qui suivent la CAN depuis très longtemps, spontanément ils citent cette finale-là. Ouais, c'était spectaculaire. Moi, j'ai eu la chance de la vivre en tant que consultant très éloigné de l'ancêtre de Canal Afrique. C'était Canal qui s'appelait Canal Horizon. Donc voilà, je l'ai vécu et c'était assez fou. Et un arbitre tunisien qui visiblement n'avait pas tout vu dans l'histoire sur la séance de tir au but. Et ça n'allait pas ensemble. Il faut en parler à Victor Ikpeba, je crois. Pendant longtemps, ça n'allait pas ensemble. Non, c'est ça. Désolé. Mais c'est pas celle, pour le coup, c'est pas forcément celle qui me vient en tête. Il y en a plusieurs, mais il y a la victoire de l'Afrique du Sud en 96 chez elle. C'est très particulier parce que j'ai vécu en Afrique du Sud au moment où ils sont réintégrés, au moment où l'apartheid est terminé. Et donc d'avoir vécu quelques années plus tard une Coupe d'Afrique chez eux, une victoire contre la Tunisie, qu'on n'attendait pas forcément là, c'était aussi quelque chose. Mais celle aussi qui m'a fait vibrer avec Hervé Renard, mais c'était pas sous les couleurs de la Côte d'Ivoire, c'est la Zambie. C'est la Zambie. La veille, je sais pas Nico si tu te souviens de ce que dit Hervé Renard. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit Hervé Renard la veille après l'entraînement ou avant l'entraînement? Il dit mais vous savez cette équipe de Côte d'Ivoire de François Zawi, d'accord, elle encaisse pas de but, mais on peut gagner une Coupe d'Afrique des Nations à l'issue d'une finale sans en marquer, sans en encaisser. Lui, il avait déjà son plan. Son plan, c'était de les pousser au tir au but. Il a peut-être pas imaginé que Drogba foirerait sa frappe. Mais voilà, il y est parvenu. Et c'était un truc de fou, cette équipe de Zambie-là. Souvenez-vous, il frappe à un moment donné son latéral droit, celui qui est le plus près de lui sur le banc. Enfin, c'est un truc incroyable. Et puis, c'était aussi pour la Zambie de revenir à Libreville. On se souvient du drame de 93, l'avion qui transportait l'équipe nationale de Zambie qui se crache à l'endroit qui s'appelle la Sablière à Libreville. Les joueurs font la CAN donc 2012 ou en Guinée équatoriale et ils ne reviennent qu'à partir, je crois, des demi-finales. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Hervé Renard? Il leur dit, les gars, on peut rendre hommage à cette génération des gens qui sont morts en gagnant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont allés aussi se recueillir sur le lieu de la Sablière. C'est fou ce qui s'est passé avec cette Donc Franck, il avait droit à 3 finales par contre. Il a commenté 3 finales. Peut-être, j'en ai vu plus que ça, mais j'en ai pas commenté. Wally, 2019 Ouais, 2019, évidemment. Le cœur. Elle est bien horrible, la finale. Elle est horrible. De toute façon, moi, je suis pas un... Ça gagne, moi, je suis pas un grand fan des finales. Finale de Cannes, finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions. Je trouve que l'enjeu dépasse. Qatar 2022, c'était pas si mal. Oui, à part celle-là ou celle de Liverpool. La Champions League, la dernière. Oui, aussi, est pas mal. Ou celle de Liverpool, Liverpool AC Milan en 2005. Mais souvent, l'enjeu prend le pas sur le jeu et encore plus sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est pas là où j'ai les meilleurs souvenirs sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ouais, l'Algérie qui bat le Sénégal, même si elle n'est pas très très belle et ça résume pas ce qu'on avait vu de l'Algérie sur la compétition. Mais en termes d'émotion, c'est le plus grand. C'est la plus grande image que j'ai sur les finales. En Côte d'Ivoire, le Nigeria fait un parcours exceptionnel. Ils passent complètement à travers de leur finale. C'est juste en finale, ils y sont pas quoi. Ouais, esthétiquement, c'était pas la meilleure équipe quand même, je trouve.
Ils font un parcours. Oui, il y avait pas un parcours, mais il y avait des valeurs de combat, tout ça. Ah, c'est quand même avec un Osimhen qui finit à 0 but, je crois, un but. Kong avec un Lookman qui est plus bizarre que Osimhen qui travaille. Simon qui passe un peu à côté. Merci Walid. Merci à vous. Passage express. Je vais libérer Lilian également. On se retrouve au Maroc. À très vite. On verra tout le monde au Maroc. La famille sera là. Cédric sera là aussi. Lilian aussi. Toi aussi, Walid. Je vais accueillir de nouveaux invités. Mohamed, notre ami ancien journaliste à DZ Foot, bien sûr, la référence algérienne du suivi football. Et Jericho avec nous également, qui, comme vous le voyez, si vous nous regardez sur la chaîne YouTube de l'After, est un supporter de la République démocratique du Congo. Je précise une chose, ce podcast est enregistré avant le grand moment de ta soirée. D'accord ? Bienvenue. Merci à tous. Mboté. Mboté Nabino Nyoso et bonsoir à tous, en espérant que le match là nous sourisse. Bon, alors, RDC 1968, la CAN 74. 74, pardon, dernière CAN. 68 et 74. Comment elle s'annonce avec ce bon Sébastien de Sabre ? Là, ça s'annonce bien. Si on se réfère à la dernière CAN, on a fini 4e. Franchement, là, il y a un bon projet de jeu. Il y a un renouvellement d'effectifs. La grande majorité de l'effectif, là, 14 joueurs sur les 25 sur cette sélection-là sont arrivés sous Sébastien de Sabre. Donc là, clairement, on est face à une génération qui est totalement imprégnée par ce coach-là, qui montre beaucoup de valeurs, notamment défensivement. Après, offensivement, on aimerait bien voir autre chose quand même, parce qu'on s'ennuie assez souvent sur les matchs, mais on concède très peu d'occasions, très peu de buts. Donc là, actuellement, je dirais qu'on a une dynamique qui est bonne et on a le vent dans le dos. Maintenant, ce sera confirmé au Maroc. Le potentiel est immense dans ce pays, la RDC. Je crois qu'on en avait déjà parlé une fois ensemble, Franck. Le palmarès me semble, c'est une anomalie. La RDC, évidemment, qui est en prise avec certains problèmes politiques, géopolitiques, n'est pas aidé pour la croissance de son football, en tout cas. Mais c'est un pays immense. Combien d'habitants, RDC ? Alors là, parce que oui, il y a les chiffres, ils augmentent en permanence, mais là, dernièrement, c'était 108 millions. 108 millions d'habitants, une vraie passion foot, évidemment. Sébastien de Sabre semble être l'homme qui peut ramener la RDC au sommet. On l'avait reçu dans un podcast. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette sélection, en tout cas ? J'adore ce qui se dégage de ce groupe, en fait. Il commence les éliminatoires, la dernière CAN, c'est une catastrophe. Le groupe est au bord de l'implosion, il n'y a plus rien. Et puis on sait là-bas comment ça se passe. Quand vous ne donnez pas la bonne image, le peuple, il vous lâche. Sébastien de Sabre, il arrive, il y a des cadres qui sont enfin au niveau. Je pense à Cédric Bakambu que j'ai connu, je l'ai connu à Sochaux, il n'était jamais allé au RDC encore. On parlait de la sélection, puisque moi j'étais déjà un retraité de l'équipe du Mali. Et le voir maintenant endosser ce rôle de grand frère, ce patriotisme, ça fait chaud au cœur. Donc il y a eu une prise de conscience aussi avec Chancel, avec qui on avait échangé aussi dans les émissions sur Canal Afrique. Ils se sont mis au travail de son propre aveu à Chancel. Et derrière, ils ont fait un parcours exceptionnel dans ce qu'ils ont montré. Après, je trouve que la limite, c'était pareil en demi-finale, on l'a vu aussi face au Sénégal, c'est qu'ils n'ont pas forcément une profondeur de banc qui leur permet de changer le cours de match face à des top équipes. Donc c'est vrai qu'il y a une petite limite. Mais avec le cœur, avec 2 matchs rapprochés physiquement, ça risque d'être un peu chaud. Mais moi, j'adore ce qui se dégage de cette équipe. Moi, j'adore Fiston Mayele, la saison qu'il fait également. Puis là, il n'arrête pas de marquer. J'adore Bakambu qui en sélection se transcende également. Et puis c'est le vrai taulier, le vrai leader. L'Algérie, bien sûr, on en parle. On en a assez peu parlé de l'Algérie quand même, Franck, depuis le début, quand on fait notre débat. C'est correct. La plus grande sélection de l'histoire. C'est dommage parce que c'est un immense pays de football qui a fourni tellement de joueurs et des binationaux aussi, il faut le dire, en France, bien sûr. La RDC aussi. On va pas les citer. La RDC aussi. Mohamed, c'est vrai que quand on parle de la sélection algérienne, on est toujours un peu sur notre fin. Il y a 2019, bien sûr. On a parlé de Rabat Madjer, de quantité d'excellents joueurs, Riyad Mahrez aussi. Comment évolue ta sélection aujourd'hui avec Petkovic qui a succédé à Belmadi? On a l'impression que les problèmes restent les mêmes en tout cas. Il faut appuyer sur le bouton on. Vas-y. Salut Mohamed. Non, c'est pas ça. Touche à rien. Oui. Salut à tous, en tout cas, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de parler football africain avec autant d'experts. Concernant l'Algérie, on va dire que l'Algérie a effacé ses vieux démons. On ressortait du traumatisme de 2022 où il fallait panser les plaies. La fin du mandat Belmadi n'a pas auguré de meilleurs jours. Elle a été chaotique, ouais. Exactement, on l'a vécu en Côte d'Ivoire avec ce match face à la Mauritanie. La Mauritanie qui n'avait jamais gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations et qui le gagne face à l'Algérie. Derrière, il y a eu la nomination de Vladimir Petkovic. Je pense qu'il y avait déjà un objectif prioritaire pour la fédération qui était de se qualifier en Coupe du Monde, ce qui est chose faite. Au niveau des qualifications de CAN, l'Algérie n'a pas eu de grosses embûches pour y arriver. Désormais, il y a
une volonté de tester de nouvelles choses. On a vu l'arrivée de binationaux, mais qui viennent pas de France, comme Ibrahim Mazin, qui est la sensation. Alors, incroyable, Ibrahim Mazin qui a donc choisi l'Algérie. Exactement. On a Ilyes Benqara qui a fait la même chose en choisissant l'Algérie au détriment des équipes de jeunes allemandes. On a Amin Chiaha. Enfin, il y a une régénération de cette équipe algérienne qui est ma foi intéressante. Par contre, il y a une grosse interrogation, c'est le secteur défensif, parce que l'Algérie est la co-meilleure attaque des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais avec l'une des pires défenses des leaders des qualifiés à la Coupe du Monde en zone Afrique. Donc ça va être une des choses à suivre à la CAN, avec un statut d'outsider qu'il faudra assumer, mais bon, on verra d'ici décembre comment les joueurs vont gérer ce statut. Mériter ce statut, pour le coup, pour ce que tu viens de décrire. Je trouve que c'est une bonne chose pour eux, justement, d'avoir ce statut-là, parce que quand on les attend trop, ils se mettent une pression incroyable. Mais là, c'est le cas en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, on arrive après 2 échecs consécutifs à la CAN. Un en 2015 qui est un peu immérité parce qu'on avait un véritable projet de jeu avec Christian Gourcuff et ce match face à la Côte d'Ivoire où d'ailleurs j'entendais parler des matchs un peu légendaires. Les Algérie-Côte d'Ivoire en CAN, c'est toujours quelque chose. Et 2017, on passe complètement à côté. On arrive en 2019 en outsider avec un Belmadi nommé un an auparavant. Et on sent qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui vont permettre à l'Algérie d'aller au bout avec un jeu séduisant. Donc c'est vrai que lorsque l'Algérie n'est pas attendue, elle aborde peut-être les choses de manière différente, avec moins de pression, avec aussi peut-être plus d'enthousiasme, et c'est ce que je pense va faire la différence aussi au Maroc en décembre. Ouais, moins de suffisance, parce que vous avez eu tellement de facilité technique à travers tous les joueurs qui sont passés, que des fois c'était, on arrive, on est des beaux joueurs, et je trouve que vous avez mis le pragmatisme depuis les années Belmadi, et là j'adore, parce qu'il y a un super renouvellement. Avec des jeunes joueurs, tu en as parlé, des joueurs qui jouent en Allemagne, des joueurs qui jouent un peu partout. On a parlé d'Amoura aussi. Amoura, c'est la sensation, c'est le patron. Dès qu'il est sur le terrain, il marque. Il doit être sa canne lui aussi. Tu vois. Mais d'ailleurs, ça va dans le sens de cette réflexion, c'est que Amoura, c'est un joueur qui a une belle patte technique, mais qui a aussi beaucoup de combativité, qui n'hésite pas à participer à l'ensemble du travail demandé par Vladimir Petkovic au niveau du repli défensif, qui est polyvalent, qui s'inscrit dans cette volonté de se mettre au service du collectif et du groupe. C'est vrai qu'on a moins cet état d'esprit d'individualité qui doit faire la différence, et plus un groupe, un collectif. Maintenant, il faut voir aussi comment ces jeunes joueurs vont gérer cette première CAN, parce que pour Amoura n'était pas à la CAN 2023 pour survenir. Donc il y a tous ces jeunes-là qui vont devoir passer à l'expérience phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui est tout autre chose, et là on a hâte de voir ce que ça va donner dès le premier match face au Soudan. Cédric. Ouais, mais je te rejoins sur l'aspect défensif, c'est là-dessus qu'on gagne des compétitions et qu'on va très loin. Sénégal, quand ils gagnent leur CAN, honnêtement dans le jeu il n'y a pas grand chose, mais ils sont hyper solides. C'est très compliqué de les mettre en danger. Là, il y a Mandy, il y a Ben Sebaini que j'aime beaucoup. Même là, c'est un peu plus compliqué avec Dortmund, mais on parle quand même de top niveau européen. On a Samir Chergui aussi qui émerge cette saison, qui prend sa place au sein du Paris FC. Qui est régulier et qui peut apporter sa garantie. Mais c'est vrai que même au poste de gardien de but, c'est pas forcément du top niveau, mais vous avez déjà gagné une CAN avec des postes un petit peu. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'arrivée de Lucas Zidane, qui est un peu fait beaucoup de bruit, mais on sent que ça se cherche encore au niveau du poste du gardien de but. Après, Lucas Zidane a cette faculté d'avoir un meilleur jeu balle au pied que Alexis Guendouzi et notamment Anthony Mandrea, qui n'est plus là. Zidane, on parle d'un gardien remplaçant en Division 2 espagnole. Alors il enchaîne quand même à Grenade. Il est quand même titulaire, mais c'est vrai qu'au niveau de ses qualités, c'est beaucoup plus jeu balle au pied. Après, sur sa ligne et avec son jeu, on va dire sur ses sorties aériennes, c'est assez inquiétant. Mais pour l'instant, mis à part Osama Benbout, peut-être en championnat local, qui devrait être plus régulièrement testé, moi je pense que le secteur défensif et au niveau du poste de gardien de but, c'est la grosse interrogation qui pour l'instant ne permet pas de mettre l'Algérie parmi les favoris. Franck ? Je voulais juste ajouter une petite chose, parce que vous avez déjà tout raconté. Ce qui est intéressant pour Petkovic et ce groupe, c'est qu'il va pouvoir les avoir sur une durée plus importante. Voilà, donc tu peux poser quelque chose. Quand tu as tes joueurs que quelques jours par mois, c'est pas la même. Il y a l'obligation de tout de suite aller chercher les points. Ils l'ont bien fait sur les 2 éliminatoires, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du Monde. Là, préparer une phase finale, c'est tout autre chose. Et moi, c'est ça que j'attends avec impatience. Ils vont pouvoir me montrer tout ce qu'ils ont déjà, par instant, démontré sur des matchs où ils n'avaient pas en vérité une grande adversité. Exactement, et puis même au niveau du jeu sur les éliminatoires de Coupe du Monde, si on veut être objectif, ça n'a pas été convaincant. On a vu l'Algérie douter plusieurs fois, même les 2 derniers matchs de qualification face à la Somalie et l'Ouganda. On va dire que la Somalie était une adversité trop faible, mais face à l'Ouganda, on a senti qu'ils étaient parfois titillés. Donc ces petits détails-là qui vont faire la différence lors de la phase finale, c'est quelque chose qui devra être mis en place par Petkovic dans un laps de temps assez court, où peut-être finalement le stage de novembre va nous servir d'enseignement pour voir comment cette équipe évolue au terme de ses ajustements, que ce soit avec ou sans ballon. Bon. Merci les amis d'être venus. Jericho, je rappelle qu'on te trouve également sur ton compte X, @joueur CD, joueur congolais. Également sur Instagram. Et sur Instagram aussi. Et puis on t'appellera pendant la Coupe d'Afrique également. Oui, Tu peux bien participer à l'After Afrique. Si on passe le premier tour, j'y serai. Et vous passerez le premier tour, là. Évidemment. Vous êtes solide maintenant. Ah oui, mais on retrouve le Sénégal là. Eux, ils me donnent encore des cauchemars jusqu'à aujourd'hui. On verra.
Faut y croire. Merci Franck Simon également. Merci Nico. Et merci Cédric, toi aussi pendant la Cannes, on va te croiser. Avec grand plaisir. J'espère à l'antenne aussi. Ouais, c'est prévu. C'est prévu? Ouais, c'est prévu. Très C'est calé, t'es pas au courant, mais c'est calé. Merci à Najib également à la production. Prochain épisode de l'After Afrique avec Gilbert d'ici une quinzaine de jours. Bye bye. RMC After Afrique.